Merci Dominique d'être là, ça nous fait plaisir de te voir. Pourquoi plaisir? Parce que en fait on a fait nos études ensemble avec Dominique, donc on se connaît depuis très très longtemps. Je n'ose pas vous dire depuis combien de temps. Et puis Dominique nous a accueillis, enfin, accueilli Sébastien et Augustin cet été pendant les troisièmes rencontres de la frugalité heureuse et créative. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui tout de suite. Alors, avant de parler de la frugalité, juste un petit retour sur ce qui s'est dit ce matin. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, Dominique va nous parler de frugalité, mais elle va nous parler de tout ce que l'on a entendu ce matin et pour commencer, de responsabilité. Alors, bien sûr, en tant que bâtisseur, on a entendu, on est responsable. La bonne nouvelle, c'est que puisqu'on est responsable parce qu'on est acteur. Et être acteur, ça veut dire qu'en fait, on peut influer sur le cours des choses. On a beaucoup de moyens de le faire. Soit, on l'a vu dans la forme urbaine, soit dans la définition du bâtiment, soit dans les choix de matière ou les choix de reprendre des matières, soit bien sûr dans le choix de construire ou de ne pas construire, surtout, de ne pas démolir, de restructurer, travailler avec le déjà là, réparer. Et donc, cette question de la frugalité, vous allez voir que alors, quand on dit frugalité heureuse et créative, on a l'impression que c'est un peu antinomique, parce que frugalité, on a l'impression qu'on se prive. Mais en fait, Dominique va nous montrer qu'on ne se prive pas du tout, et que heureuse et créative, finalement, ça doit être notre objectif avec la frugalité de provoquer des choses, de produire des choses. Et que cette frugalité, elle recouvre aussi d'autres thèmes qu'on a entendus ce matin, notamment l'expérience et le savoir-faire. Alors, Dominique, je vais en profiter pour faire la biographie de Dominique rapidement, parce que Dominique, elle n'est pas seulement architecte. En fait, elle est plein de choses à la fois. Elle est architecte, elle est chercheuse, elle est écrivain, journaliste, elle est scientifique, elle est enseignante, elle est commissaire d'exposition, et puis elle est aussi militante. Alors pourquoi je dis elle est militante? Parce que elle, quand elle est sortie de l'école, elle s'est intéressée à ce sujet tout de suite. Voilà, donc c'est vraiment, elle est précurseur sur ce sujet-là. Et je pense que ce que l'on comprend de notre journée aujourd'hui, c'est que finalement, la nécessité absolue, c'est qu'on soit tous convaincus. Donc ce mouvement de la frugalité heureuse et créative, c'est un mouvement militant qui veut mobiliser l'ensemble des acteurs, et c'est ça qui est important. Alors, pourquoi je disais que je parlais de savoir-faire? Parce que Dominique, en tant que professeur, c'est elle qui a milité pour que dans les écoles, on enseigne l'environnement et le développement durable, qui n'était pas enseigné, comme on l'a entendu ce matin. Et le savoir-faire, ça recouvre pas seulement le savoir-faire des étudiants en architecture et des entreprises ou des techniciens qui travaillent sur les projets, mais aussi celui des entreprises. Donc elle va nous parler de ça. On a entendu tout à l'heure le mot expérimentation vernaculaire. Ce qui est intéressant dans le travail de Dominique, c'est que finalement elle est partie de ses expériences et du bon sens et du vernaculaire pour nous emmener sur des expériences que l'on va savoir transposer sur des échelles plus grandes, sur des choses qui sont urbaines, sur des choses qui sont du travail sur le déjà là. On a aussi entendu ce matin intelligence, partage, voilà, et nouvelles manières de travailler. Je pense que avec la mise en place des labs, on a compris que finalement les choses venaient d'en bas, et que c'est une manière plus intéressante de travailler parce que ça nous oblige à nous remettre en question tout le temps, ça nous oblige à échanger tout le temps, à être dans un travail d'itération permanent, et donc ça aussi c'est intéressant. Donc je vais laisser Dominique. Alors j'ai pas fait la bio, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que le travail qu'a fait Dominique et tous ses différents métiers a vraiment couvert tous ces sujets-là. Alors toi, tu dis, puisque tu habites en Allemagne, tu dis weniger ist genug. Weniger ist genug, ça veut dire un peu moins, c'est assez. Moi, je dis aussi faire mieux avec moins. Et tu nous en parleras à la fin, parce qu'avec moins, on peut aussi faire des choses qui nous inspirent. Et c'est ce que tu vas nous expliquer, puisque tu as, avec Alain Bordarel et Philippe Madec, écrit et brandi ce manifeste de la frugalité heureuse et créative, et tu vas nous expliquer ce qu'est la frugalité heureuse et créative. Et merci d'être là aujourd'hui. Merci. Merci. Merci Céline. Je crois que ça marche pas celui-là ou l'autre peut-être.
Il est éteint peut-être. Merci beaucoup Céline. Je dois t'avouer que j'ai rarement été aussi bien présentée par quelqu'un, donc ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Oui, nous avons fait nos études ensemble à UP7. Nous n'étions pas dans le même atelier. Moi, j'étais chez Roland Schweitzer et c'est là que le virus du bois m'a pris, un virus qui ensuite a été élargi à d'autres matériaux naturels. Donc, le bâtiment en France, vous le savez sans doute, c'est à peu près 50% de la consommation des ressources naturelles, 46% de la consommation énergétique, 40% des émissions de CO2 et 40% de la production des déchets. Et dans certaines grandes villes, c'est encore bien plus. Il y a une phrase d'Albert Einstein que j'ai découvert il y a une vingtaine d'années et qui, pour moi, a été un vrai déclic. Il n'est pas possible de résoudre les problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Et je crois que c'est vraiment là que j'ai compris que il suffisait pas de faire une transition, qu'il fallait faire vraiment un changement de paradigme. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est encore plus clair que jamais après ce qui s'est passé cet été. Alors donc tu l'as déjà dit, avec mes amis Philippe Madec qui est architecte et urbaniste et Alain Bornarel qui est ingénieur et urbaniste, nous avons lancé en janvier 2018 un manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l'architecture et le ménagement des territoires. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce mot de frugalité? On aurait pu choisir aussi sobriété. Je suis moi-même, depuis quasiment sa création, membre du comité d'experts de l'association Négawatt, ce qu'on appelle les compagnons et compagnonnes Négawatt. Vous avez peut-être vu passer les 50 propositions de Négawatt pour passer l'hiver en réduisant les consommations d'énergie. On a travaillé là-dessus cet été parce que le gouvernement nous a demandé de faire des propositions. Mais on a préféré frugalité parce que frugalité vient du mot frux, frugis, qui veut dire le fruit. Et pour nous, la frugalité, c'est la juste utilisation des fruits de la terre. Et je suis petite fille de paysan lorrain et j'ai aussi ça quelque part dans ma tête. Donc, si vous préférez, appelez ça sobriété, simplicité, humilité et modestie. Ouverture aux autres aussi. Pour nous, la frugalité, elle est heureuse parce qu'elle est basée sur un élan généreux envers les autres et on l'appelle aussi créative parce qu'elle nous oblige à prendre d'autres chemins, à faire des pas de côté. Et aujourd'hui, c'est vraiment indispensable. Quand j'ai commencé il y a 20 ans à enseigner, je disais à mes étudiants, il est midi moins le quart, maintenant je dois leur dire et vous dire à vous aussi, à mon avis, il est plutôt midi et quart, voire midi et demi et il est vraiment sacrément temps de se bouger. Si nous consommons moins de ressources en Europe, les populations du Sud global et les générations futures en auront plus. Donc, en fait, ce que profondément on défend, c'est une justice sociale et tu l'as dit, moins c'est suffisant, ou on peut faire mieux avec moins. Nous avons, avec le groupe de la frugalité heureuse et créative, enfin vraiment, on a écrit ce texte avec Alain et Philippe entre Noël 2017 et le 1er janvier 2018. On a fait ça comme on le fait toujours. On a 3 manières très différentes d'écrire. Là, c'est Alain on écrit souvent ensemble, mais là, c'est Alain qui a commencé. Après, c'était Philippe. Et moi, je passe en général en dernier. Alain a des mots un peu du langage courant parce qu'il est encore plus militant que nous autres, que les deux autres. Et donc, quelquefois, je lui supprime quelques termes du langage un peu trop courant. Et par contre, Philippe nous fait des phrases très longues à la Proust avec des mots très compliqués. C'est notre philosophe. Et donc, j'enlève ça aussi. Et puis, à la fin, on secoue et on essaye de faire quelque chose qui soit le plus compréhensible
compréhensible possible. Et a priori, ça a plutôt marché puisque aujourd'hui, on a déjà 15 000 signataires. J'espère que certains d'entre vous ont déjà signé notre manifeste. Et donc on n'avait pas du tout anticipé qu'on aurait autant de signataires, mais on n'avait pas non plus anticipé qu'il y aurait des groupes locaux qui allaient se créer. Le premier s'est créé en Lorraine avec plusieurs de mes anciens étudiants de l'école d'architecture de Nancy. Et on a créé 2 rencontres en 2019, une au printemps à Los Angeles et Lens, et puis une autre en automne 2019 dans le fief de Philippe en Bretagne. Et là, ça a été organisé par certains de ses étudiants. Et comme en 2020, on ne pouvait pas faire de rencontres, on a fait une série de conférences qui ont été vues, je crois, 50 000 ou 60 000 fois, que vous pouvez regarder sur Internet. Et puis là, cette année, on a organisé des rencontres en juin à Bordeaux et on a eu le plaisir justement de voir Augustin qui est venu me dire bonjour. Donc, on a ces rencontres, on a fait ces conférences, on fait aussi des formations. D'ailleurs, tout à l'heure, ce matin, j'étais dans une formation XXL faite par l'ICEB autour de l'architecture frugale et on écrit aussi des livres. Alors, il y a ce livre-là qui nous a été demandé par Cyril Dion parce que c'est dans sa collection. Cyril Dion est un ami de longue date. J'étais en back-office pour Demain. C'est un homme absolument incroyablement formidable. Et donc, bien sûr, quand il nous a proposé ça, on a tout de suite accepté. Ce livre, on l'a appelé Commune frugale, la révolution du ménagement. Il a été fait sous la direction de Philippe et au départ, il y avait 80 contributeurs et puis, selon le principe d'entonnoir, on est monté pour à la fin avoir un texte relativement court et voilà le texte de la 4e de couverture. Aimons le monde déjà là, faisons mieux avec moi, ménageons la terre, les lieux, les milieux et les sociétés. Revenons à la commune, ce ferment de la vie collective accessible à l'implication de tous. Parallèlement à ce livre un peu théorique, j'ai créé aussi une collection avec des exemples que je trouve inspirants dans les différentes régions de France. Donc ça, d'abord j'en avais fait un sur PACA en 2020 avec l'équipe de Envirobat BDM. Ensuite, celui sur le Grand Est, à peu près un tiers des projets ont été faits par certains de mes anciens étudiants qui ont un talent fou. Je vais vous présenter certains de leurs projets. C'est un bonheur de travailler avec eux. Et puis, donc, en particulier, cette halle-là a été faite par Julien Mussier de l'atelier AA, tout en Douglas local. Et là, on vient d'en sortir un pour Auvergne-Rhône-Alpes et puis on en a en préparation pour l'Occitanie, les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. Alors, quels sont les principes de la frugalité heureuse et créative ? Je pense que Philippe, Alain et moi, on le présente chacun d'une manière un petit peu différente. La manière dont moi je vous les présente, c'est la manière que j'ai adoptée pour la thèse de doctorat que j'ai commencée il y a 2 ans. C'est le cadeau que je nous ai fait à mes neurones et à moi pour mes 60 ans. Enfin, nos 60 ans, parce que mes neurones, c'est moi aussi. Et donc là, je viens de valider ma 3e année de thèse. Et on a donc, je travaille sur ces principes-là. Nous, on pense qu'il faut réduire tout ce qui est matériel, c'est-à-dire à la fois l'usage du sol, l'usage de l'énergie et l'usage des matériaux, surtout les matériaux à forte énergie grise. Et dans le même temps, on demande une croissance de l'humain où on défend une croissance de l'humain, c'est-à-dire une croissance des relations entre les acteurs d'un projet. Quand je dis les acteurs d'un projet, ça va du maître d'ouvrage et du futur maître d'usage jusqu'aux entreprises et aux fournisseurs de matériaux parce qu'ils ont un rôle important à jouer. Donc c'est pour ça que notre frugalité, on l'appelle heureuse et créative. La réduction de ce qui est matériel, elle commence par le sol, on l'a compris. Ce matin, on a eu un sujet sur faut-il
ne pas démolir. Et c'est vrai que toi aussi, tu poses la question, faut-il encore construire? Et comment cette frugalité peut-elle s'appliquer aujourd'hui sur tous nos projets de transformation, restructuration? Comment cette frugalité peut-elle s'appliquer à finalement cette matière qui est là, puisque la frugalité, c'est les fruits de la terre, et donc c'est aussi les fruits pas de la terre, mais de ce que l'on a déjà construit et qui est là, avec lequel on peut encore travailler. Oui, tout à fait. Ici, un extrait de notre manifeste. Le bâtiment frugal emploie avec soin le foncier et les ressources locales. Il respecte l'air, les eaux, les sols, la biodiversité, et il est généreux envers son territoire et attentif à ses habitants. Qu'est-ce qu'on veut dire par généreux envers son territoire? Eh bien, on pense que quand on construit un nouveau bâtiment, quand on réhabilite un bâtiment, il faut essayer d'utiliser soit des matériaux de réemploi, et je vais en reparler, ou aussi des matériaux qui sont produits localement, et il faut aussi participer au développement ou au renforcement de filières. Tu l'as dit, la question qui est sortie chez nous des 2 rencontres de Lens en Goële et de la banlieue de Rennes, les villes en transition qui sont aux marches de Bretagne, c'était: faut-il encore construire? C'est une question qui paraît un peu étrange pour des architectes, mais tu as évoqué tout à l'heure le manifeste que j'ai lancé en 2006, qui était appel de Nancy pour la généralisation de l'enseignement du développement durable dans les écoles d'architecture, qui a été les prémices du réseau ENSA-ECO, qui maintenant travaille aussi avec le ministère. Il y a déjà plusieurs années que j'ai envie de lancer un autre appel ou un autre manifeste pour l'enseignement de la réhabilitation, de la rénovation, de la transformation de l'existant dans les écoles d'architecture, parce qu'aujourd'hui, on continue dans les écoles d'architecture à enseigner, je dirais, à 80 ou 90% le projet neuf, alors qu'on sait très bien que la plupart des étudiants d'aujourd'hui devront travailler à 80% sur de l'ancien. Donc, je trouve que ce n'est pas du tout correct de la part des enseignants en architecture aujourd'hui de leur enseigner du neuf, alors que on sait qu'ils feront autre chose. Donc, je pense que là, il faudrait vraiment repenser aussi les choses. Alors, comment refaire la ville sur la ville? Déjà, en restructurant les friches urbaines. Il y a plein de sortes de friches urbaines, les friches industrielles, les friches ferroviaires, les friches portuaires. Un des premiers projets de restructuration de friches urbaines qui m'a marqué, la plupart des images que je vous montre, des photos que j'ai prises au cours de mes voyages professionnels, parce que mes voyages personnels, c'est soit on va dans ma famille, dans le Lot, à Saint-Céré, ou alors on fait du vélo. Mais voilà, c'était la transformation des docks de Londres. Et là, ils ont transformé les docks en mettant à la fois de la mixité fonctionnelle, puisqu'il y a à la fois des bureaux et puis des logements, et puis aussi des services, et puis des commerces et des restaurants. Un autre projet que j'aime beaucoup, c'est la revitalisation de la Belle de Mai à Marseille. C'était l'ancienne manufacture de tabac. Ce que j'aime particulièrement là, donc c'est un tiers-lieu. Patrick Bouchin a été très très impliqué, bien sûr, et il y a des espaces pour les concerts, des expositions. Mais sur cette très grande terrasse qui offre une très belle vue sur la ville de Marseille et sur la mer, il y a pas de restaurant, il y a pas de commerce, il y a pas de café. Les gens apportent leur pique-nique. Il y a des familles avec des enfants, il y a des personnes âgées, et je trouve que c'est vraiment un bon exemple d'une ville ouverte à tous et d'une ville non marchande. Un autre exemple, c'est Darwin Ecosystem à Bordeaux. Là, il s'agit de la transformation d'une friche militaire. Au rez-de-chaussée, il y a un restaurant, une épicerie bio. Le truc là un peu en bois, c'est il y a des discothèques de temps en temps, et puis dans les étages, il y a des bureaux qui sont essentiellement dédiés à des entreprises ou des start-up qui travaillent autour du développement durable, de la culture et de l'art.
et donc avec les matériaux upcyclés ou recyclés. Et on y trouve un bon exemple des ou des ré de l'économiste Serge Latouche, qui a travaillé beaucoup sur la décroissance et qui nous parle de réduire, réparer, rénover, recycler, réutiliser, réemployer, revaloriser, relocaliser, redistribuer. Donc vous voyez là encore, c'est un autre, oui, c'est un vrai changement de paradigme. Faire avec ce qui est déjà là, c'est aussi essayer de répondre aux besoins. Aujourd'hui, on a de moins en moins besoin de bureaux. Par contre, on a vraiment très besoin de logements et de logements abordables. Et il y a aujourd'hui, avant le Covid, c'était à peu près 3 millions ou 3,3 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France. Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres que j'ai trouvés, c'était 4 millions. Bien sûr, on ne peut pas tout transformer tous les bureaux en logements, mais je pense qu'il y a de bons exemples. Je sais que vous avez aussi travaillé à ce type de projet. Moi, j'aime bien celui-là aussi où ils ont vraiment beaucoup cassé. Mais je pense que cette transformation de bureaux en habitat générationnel est quelque chose qui pourrait être une piste pour l'avenir. Quand on parle de transformation, de réhabilitation, il y a bien sûr tout le travail sur le patrimoine. Mais là, je pense qu'il faut faire attention à ne pas se tromper et à ne pas aller trop loin. C'est d'ailleurs ce que dit Francesco Bandarin, qui a été longtemps directeur de l'architecture à l'UNESCO. Il a attiré l'attention sur le fait qu'il fallait conserver les valeurs et pas seulement les pierres. Je trouve que Venise est un très bon exemple. Parce que à Venise, il y a eu un énorme travail qui a été fait et qui continue à être fait sur la préservation de tous ces palais, immeubles magnifiques. Mais il y a une vraie spéculation et les gens, eh bien les vrais Vénitiens, enfin les Vénitiens n'habitent plus à Venise. Et une ville où il n'y a plus ces vrais habitants, est-ce que c'est encore une ville, où est la ville originelle, et est-ce que c'est pas seulement un grand Disneyland? Il y a une autre phrase d'une autre de mes amies, Christine Lecomte, la nouvelle présidente de l'Ordre national des architectes français. Et c'est une femme que je trouve formidable. Et je me permets de signaler qu'elle a été élue à l'unanimité. Je crois que ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Ordre. Encore jamais de femme et surtout personne n'est élu à l'unanimité. Et elle a écrit un livre sur réparer la ville. Et j'aime beaucoup cette phrase d'elle, réparer la ville, c'est contribuer à sa magie. Et effectivement, je crois que justement, conserver des éléments anciens dans des villes, ça fait partie de la magie. Alors bon, là, c'est des bâtiments coloniaux à Hong Kong, donc bon. On peut, mais en tout cas, voir au milieu de ces tours quelques bâtiments à une échelle plus humaine, ça fait quand même du bien. Là, j'y étais pour l'inauguration d'une exposition. Alors, vers des espaces publics apaisés, c'est effectivement ce dont on a envie. Et puis, une manière d'y arriver, on le fait beaucoup en Suisse, c'est de dire, tout le centre-ville, il est réservé aux piétons et au cycle. Et ça change vraiment l'expérience aussi de l'espace public. Un écoquartier à Oslo, donc c'est vraiment tout à fait le centre d'Oslo. Derrière moi, il y a le château et puis à droite, il y a l'hôtel de ville. Ça, c'est un bâtiment de Renzo Piano. Et puis là, vous voyez, je crois que c'était l'ancienne bourse. Donc ça a été rénové, ça aussi. Là, il y a quelques bâtiments neufs. Et la maire adjointe à l'urbanisme et à la construction de la ville d'Oslo avait dit que ce quartier-là devait être un quartier sans voiture. Et ils ont même développé des espèces de petites carrioles pour transporter les gamins de la crèche. Et voilà, on peut s'y asseoir. Il y a des bancs publics, il y a des chaises qui sont mises à disposition par les magasins. Et ça change vraiment complètement l'image de ce quartier au cœur de la ville. Et puis, on est au cœur d'une grande capitale, d'une capitale française, et on peut se baigner dans le fjord. Il y a pas mal de pontons. Et puis, quand j'y étais, on était
août 2016, eh bien, il y avait aussi un concours de kayak. Donc, je pense que une de nos responsabilités, c'est de rendre les espaces publics plus agréables à vivre, plus accueillants, en particulier pour les personnes âgées, pour les enfants. Donc pour nous, la ville frugale, c'est une ville qui est verte, qui est lente, et les enfants doivent pouvoir y jouer en toute liberté. Un de mes dadas, ce sera une autre conférence si un jour vous avez envie, c'est les aires de jeu, parce que je trouve que les aires de jeu à Paris, mais c'est une horreur. C'est juste incroyable. J'ai quelques photos, mais vraiment, alors que moi qui habite en Allemagne depuis 36 ans maintenant, je sais ce que c'est qu'une aire de jeu, je sais ce que c'est qu'une crèche dans la forêt, parce que ça existe, il y en a 700 en Allemagne, de crèches dans la forêt, où il n'y a pas de bâtiment, où éventuellement une roulotte pour poser ses affaires, et c'est un enjeu de santé publique. Enfin, je veux dire, là, aujourd'hui, on a à peu près 25% des enfants qui sont en surpoids. Et donc, il serait peut-être temps de les inviter à sortir, mais ils n'ont pas envie de sortir dans les squares parisiens. Il y a quand même quelques villes en France, en particulier Lyon, qui a compris le problème, et je trouve qu'ils ont vraiment de très chouettes aires de jeu, et la fréquentation importante des enfants là-bas montre à quel point c'était une bonne idée. Je crois aussi beaucoup à la ville nourricière. Il y a quelques années, il y a eu une très belle exposition au pavillon de l'Arsenal qui s'appelait Capitale agricole. Vous savez peut-être qu'il y a 100 ans encore, autour de Paris, il y avait des villes qui avaient leur particularité au niveau maraîcher, au niveau des fruits et légumes, en fonction du microclimat, en fonction du type de sol. Il y avait les haricots verts d'Arpajon, il y avait les cerises de Montmorency, il y avait les pêches de Montreuil. Et je pense qu'on va être véritablement obligé de repenser ces villes agricoles. Et puis d'ailleurs, vous voyez là, je fais ma part. Ça, c'est mon jardin à Stuttgart. Le terrain est minuscule. Il est très argileux. Il est bref. Donc, je fais ça dans des bacs, dans des trucs que je trouve. Et comme je suis végétarienne depuis 15 ans, j'arrive quand même, mon mari aussi, je l'ai entraîné. Et donc, on arrive à faire des repas complets avec ce qu'on trouve dans notre jardin. Voilà. Dans le schéma de frugalité que tu nous as montré tout à l'heure, il y a la frugalité en énergie, ce qui nous renvoie un petit peu à l'incitation de Franck Boutet ce matin d'aller regarder vers le sud, puisqu'il nous expliquait que, comme on le sait tous, que les architectures méditerranéennes, elles ont réfléchi déjà depuis très longtemps à ce low-tech, en fait, et qui est à l'inverse des bâtiments intelligents qu'on nous a demandé de faire pendant de nombreuses années. Et donc, la question de cet équilibre entre low-tech et high-tech, elle pose la question de la programmation, qu'on a un peu évoqué ce matin. Comment est-ce que on arrive dans ces échanges qui sont nécessaires avec nos maîtres d'ouvrage à travailler sur la programmation, et c'est quoi le bon équilibre entre low-tech et tech? Oui. Certains parlent de juste tech. Je pense aussi que quelquefois, je parle pour les matériaux en particulier, je parle de matériaux low-tech, mais de high design. Parce qu'on peut avoir besoin de faire de travailler beaucoup sur le design pour rendre plus efficaces certains matériaux. Donc, en fait, les principes bioclimatiques sont connus en particulier depuis les années 70. C'est la première crise pétrolière, donc il y a déjà 50 ans. Quelque part, on a un peu perdu 50 ans. Et en fait, on sait faire. Et je pense qu'il y a aussi de plus en plus d'architectes et de maîtres d'ouvrage qui ont une vraie appétence à ça. Et je pense, tu disais quel est l'équilibre. Il y a quelques maîtres d'ouvrage vraiment très, très engagés. Parmi les maîtres d'ouvrage les plus engagés que je connais, il y a un petit bailleur social dans les Vosges qui s'appelle le Toit Vosgien.
Et son directeur technique me disait, il y a quelques années, il a été finaliste du Fibra Award, et donc je l'avais interrogé pour l'exposition et le catalogue, et il me disait, depuis 2010, tous nos logements répondent aux exigences du Passive House et sont isolés en paille. C'est un déchet quasi gratuit dans les champs qui prend de la valeur ajoutée au fil de la mise en œuvre en valorisant un travail manuel local. Et c'est vrai que les Vosges ont vraiment besoin de travail depuis que le textile s'est cassé la figure. Le pas en avant a été la décision de considérer la paille comme une technique courante. Et je trouve que c'est un pas extrêmement courageux, et c'était encore plus courageux il y a 12 ans de la part d'un maître d'ouvrage de dire, bon, une construction en bois et en paille, c'est courant, et on va faire comme si c'était courant. Ils ont fait, donc il y a en 2013, donc il y a maintenant 10 ans, ce bâtiment qui est un R+7, avec des murs porteurs en CLT, donc c'est du bois lamellé croisé, avec ce que vous voyez ici, ce sont des box remplies de paille. Et quand je l'ai visité, j'ai pu aussi rentrer dans le logement de la petite dame qui habite là, et elles m'ont montré ses factures d'énergie, et elle paye entre 10 € et 20 € par mois pour l'énergie. Et donc, le Vincent Chevalier me disait que, bon, certes, il y a un petit surcoût à l'investissement, mais c'est très positif. D'abord parce que ils ont quasiment aucun turnover, c'est-à-dire que les gens se plaisent beaucoup dans leur bâtiment. Et puis, comme ils ont quasiment pas de charges à payer, eh ben ils payent régulièrement leur loyer. Et il dit que eux, ils se remboursent assez juste en quelques années des surcoûts d'investissement qu'ils ont fait. Alors, ils ont fait vraiment déjà beaucoup de projets, des petits, des plus grands. Ils font actuellement beaucoup de rénovation et de réhabilitation énergétique sur leur parc ancien, en particulier avec de l'isolation par l'extérieur avec des bottes de paille. En général, c'est... l'isolation en paille, c'est 37 cm d'épaisseur. Et là, ça, c'est leur nouveau projet avec même bailleur social, même équipe architecte, ingénieur. Et c'est même système constructif, du CLT et 37 cm de paille dans des box. Et c'est R+11. Donc, un petit bailleur vosgien peut faire du R+11 à Saint-Dié-des-Vosges, à 100 mètres du bâtiment précédent. Alors, par rapport à l'énergie, il y a une stratégie par rapport au froid. Et faire du passive house, comme le fait le toit vosgien dans les Vosges, où ça peut descendre encore pour l'instant jusqu'à -20, ça fait du sens. Par contre, dans le sud de la France, là, on est à Saint-Christol, entre Nîmes et Montpellier. Là, bien sûr, la stratégie, c'est plutôt de se préserver de la chaleur. Et ça, c'est un bâtiment qui a déjà une dizaine d'années. Et c'était vraiment le manifeste frugal construit d'Alain et Philippe. Et donc, au niveau des matériaux, ils ont utilisé de la pierre. Donc, il y a une partie de la pierre qui vient d'une carrière qui est à 8 km. Le reste, c'est une carrière qui est la carrière vers Pont-du-Gard, qui est à peu près à 60 km, je crois. Le bois vient d'un petit peu plus loin parce que entre Nîmes et Montpellier, il n'y a pas vraiment de bois. Donc, ils sont allés le chercher dans les Cévennes, mais c'était les bois les plus proches. Et puis, ce que vous voyez ici, ce sont des cheminées pour la ventilation naturelle. Et puis, il y a aussi un puits canadien pour pré-rafraîchir l'air neuf. Et ils ont eu aussi quelque chose que je trouve, une attitude, une posture que je trouve intéressante. Au lieu de faire un gros bâtiment avec toutes les fonctions qui auraient été un peu massif dans cette petite ville, ils ont séparé les fonctions en 8 bâtiments qui avaient à peu près l'échelle des maisons qui étaient dans le quartier résidentiel qui était autour, et ils ont adapté aussi le chauffage de ces bâtiments à la fonction du bâtiment. Par exemple, ça, c'est un bâtiment d'exposition. Eh bien, ils ont dit, bon, mais si c'est l'hiver, s'il fait un peu froid, les gens, ils iront avec leur manteau, donc c'est pas la peine qu'on chauffe ce bâtiment-là. Il y a juste un petit poêle à bois, et puis il y a aussi un centre de séminaire qui n'est chauffé que les jours où il y a des séminaires. Et puis, on peut appliquer ça aussi à des climats un peu extrêmes, comme le climat tropical. Ça, c'est sur l'île de la Réunion.
C'est des photos que j'ai prises aussi. J'ai écrit 2 livres sur un écoquartier sur l'île de la Réunion, donc c'est pour ça que j'en ai profité pour le visiter. C'est un très beau bâtiment de l'agence Co-Architecture, et quand j'y étais, il faisait 40 degrés dehors, et à l'intérieur, c'était vraiment très agréable, entre autres avec les brasseurs d'air, et puis aussi grâce à cette cheminée qui fait monter naturellement l'air chaud. L'énergie pour chauffer et rafraîchir, ce n'est cependant que la partie émergée de l'iceberg, et l'énergie pour la construction devient de plus en plus importante, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut travailler sur la matière. Alors, sur la matière, tu as commencé à nous parler un peu de paille. C'est vrai que ce matin, on a entendu parler, et Arcora nous a expliqué que la façade ossature bois avec isolation paille, ça marchait très bien, et que c'était un système qui était parfaitement reconnu. C'est vrai qu'en frugalité, tu nous as dit je viens puiser les fruits de la terre, et dans tes différentes conférences, on a des exemples magnifiques, mais qui m'ont fait te poser la question, comment on fait ça en changeant d'échelle dans notre environnement urbain. Alors tu as commencé à nous le montrer avec le toit vosgien, et comment on fait ça avec les savoir-faire que l'on a à disposition aussi. Je pense que vous êtes déjà tous passés devant des bâtiments en Île-de-France qui sont construits en paille, construits en bois et isolés en paille, mais vous ne le saviez pas. Les ressources en sable et en gravier s'amenuisent. Vous savez sans doute que le sable est la 2e ressource la plus rare aujourd'hui après l'eau. La production de ciment et de béton armé consomme une très grande quantité d'énergie. Il faut chauffer pour le ciment jusqu'à à peu près 14 400 degrés, donc pas 14 000 quand même, faut pas exagérer, 1400 degrés, et donc cette production est responsable d'à peu près 8% des émissions de CO2, ce qui représente à peu près 2 fois et demi à 3 fois le trafic aérien. Donc vous voyez le poids que c'est. Contrairement à certains, je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau. Je dis qu'il n'est sans doute pas le matériau miracle qu'on a pensé au début du XXe siècle, et je dis aussi que c'est un matériau qui est devenu très précieux, et que c'est pour ça qu'il faut le réserver à des usages où il est absolument indispensable, des grandes infrastructures, les fondations, des dalles aussi, et que pour le reste, eh bien, on utilise des alternatives. Et la première alternative, ça va faire plaisir à Anne, c'est le réemploi. Et la coopérative d'architecture Grand 8 nous l'a démontré d'une manière magistrale, je trouve, à la Maison des Canaux. C'est une maison de l'économie sociale et solidaire. Si vous n'y êtes pas encore allé, allez-y vraiment. C'est à côté de Stalingrad, sur le bord du bassin. Là, ils ont utilisé des pierres qui étaient des restes d'aménagement qui avaient été faits par la ville de Paris. Pour fermer cette terrasse, ils ont il y a des cordes bleues qui sont en fait des cordes qu'on utilise pour l'escalade et qu'il faut changer régulièrement. Et bien là, on pouvait l'utiliser ici, ça suffisait, la résistance suffisait. Ici, le brise-soleil, il est fait avec des anciens encadrements de baies, et puis il en restait un peu. Alors ils les ont utilisés aussi pour le sol de la terrasse. Elles ont bien sûr travaillé avec des entreprises de réinsertion, des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Le parquet, c'est du parquet réutilisé. Si vous avez des vieux draps de grand-mère, vous pouvez les apporter parce qu'ils en font des rideaux. Là, c'était aussi pour des raisons acoustiques. Enfin, il y a vraiment, c'est tout à fait passionnant ce qu'elles ont réussi à faire. Et ça, c'est un artiste qui fait des lampes à partir de papier sulfurisé. Donc, d'abord, on transforme les bâtiments déjà là. Quand on ne peut pas transformer un bâtiment déjà là, eh bien on le déconstruit pour réutiliser les ressources. Et puis quand vraiment il faut prendre des nouveaux matériaux, à ce moment-là, on peut soit prendre des matériaux qui sont qu'on appelle géosourcés, c'est-à-dire de la pierre ou de la terre, soit des matériaux biosourcés. Et là, c'est chez nous
plutôt du bois, de la paille, du chanvre et du chaume. Et puis, dans les pays du Sud, c'est plutôt du bambou. Et pour mettre en valeur tous ces matériaux à base de grains et de fibres, on a lancé d'abord avec mes amis d'Amaco de Cratère et des grands ateliers, le Terra Award. C'était des prix où à chaque fois, j'ai proposé qu'il y ait à la fois un prix, donc un prix mondial de l'architecture contemporaine en terre crue ou en fibre végétale ou maintenant les deux, mais un prix plus une exposition plus un catalogue, parce que je pense que c'est les trois combinés qui sont les matériaux les plus efficaces pour convaincre. Donc ça, certains d'entre vous ont peut-être vu l'exposition du Terra Fibra au pavillon de l'Arsenal, qui a la gentillesse de nous accueillir pour chaque exposition. Au niveau de la paille, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais Cocorico, nous sommes les pionniers, au moins en Europe et peut-être même encore plus loin. Donc la France est pionnière de l'utilisation de la paille dans la construction, avec environ aujourd'hui 6500 bâtiments isolés en paille. Il y a 10 ans, on en avait moins de 500, essentiellement des maisons individuelles, essentiellement de l'autoconstruction. Mais il y a eu en 2012 quelque chose d'essentiel, c'était les règles professionnelles qui ont été écrites entre autres par un pionnier très engagé, un chercheur de l'école d'architecture de Toulouse qui s'appelle Luc Soissac, qui avait écrit avant un livre sur l'isolation en paille. Et puis il y a eu déjà il y a le fait qu'on ait la ressource, parce que la paille c'est un coproduit de la production du blé, et donc la ressource est là, surtout en Île-de-France, utilisons-la. Et d'ailleurs, parmi les 6500 bâtiments, il y en a plusieurs centaines qui sont des équipements publics de grande envergure, dont plusieurs à Paris et dans la banlieue parisienne. Le réseau français de la construction paille est très bien organisé. Il est d'ailleurs leader d'un projet Interreg avec d'autres pays d'Europe. Et puis surtout, non seulement il y a les règles professionnelles, aussi des essais au feu qui ont été réalisés qui permettent l'assurabilité de ces bâtiments, mais il y a aussi beaucoup de formations qu'on appelle pro-paille, des formations courtes, des formations plus longues et qui sont dédiées aux architectes, mais aussi aux charpentiers, puisque ce sont les charpentiers qui construisent en paille. Donc, il y a en gros deux techniques. Vous avez une ossature en bois dans laquelle vous mettez des bottes de paille. Et puis, l'autre, c'est vous faites des box. Je vous en ai déjà montré un. Vous remplissez ces box avec des bottes de paille et puis vous venez avec ça sur le chantier. Cette école, on l'appelle l'école des 6000 bottes de paille. C'est une école qui a été construite en 2012 par Sonia Cortés et Bernard Dufournet. Ça fait 6000 mètres carrés. C'est construit en bois et isolé en paille. Peut-être que vous êtes passé devant sans le savoir. Il y a un autre groupe scolaire construit en 2014, celui-là qui est à Montreuil, donc pas loin non plus. Aussi 6000 mètres carrés, aussi structure en bois et isolation en bottes de paille. Quand on le voit là, on se dit ah ben oui, c'est dans un parc, mais non. Voilà, c'est l'autre côté de ce groupe scolaire et vous voyez que c'est vraiment dans une zone urbaine. Il y a aussi rue Vincent Auriol, ou boulevard Vincent Auriol, il y a aussi une école maternelle qui est en bois avec une isolation paille et puis certains éléments en briques. Et puis, je vous ai montré les deux techniques les plus utilisées pour la construction en paille, mais on peut aussi, ou certains ont le courage d'essayer aussi de la terre porteuse en superposant des bottes, comme on l'a fait au Nebraska au début de l'invention de cette technique vers 1850 au nord de l'Amérique. Et c'est la ville de Rosny-sous-Bois, qui est une ville extrêmement engagée sur l'architecture écologique, avec une régie interne, c'est-à-dire que il y a comme une agence avec des architectes et des ingénieurs. En fait, ils doivent... Rosny-sous-Bois, la population de Rosny-sous-Bois augmente tellement que tous les 2 ans, il faut qu'ils fassent un nouveau bâtiment
une école ou un périscolaire ou une rénovation d'école. Et là, ce bâtiment-là, qui est un périscolaire, ils ont décidé de faire le mur nord et les 2 pignons en bottes de paille porteuses. Alors, les bottes de paille, elles font 37 cm dans un côté et en général 80 ou quelquefois 110 dans l'autre sens. Normalement, quand on met les bottes dans une structure ou dans des box, on le met comme ça, c'est-à-dire qu'on a 37 cm d'isolation en paille, mais là, ils les ont mis dans l'autre sens, c'est-à-dire que ces murs porteurs en paille font 80 cm d'épaisseur. Et puis, vous voyez, le reste, la façade sud, elle est courbe pour profiter au mieux de l'ensoleillement, des apports solaires gratuits. Et puis, il y a un travail sur la ventilation naturelle par les fenêtres et aussi, bien sûr, par ces cheminées. Alors, parmi les matériaux biosourcés, il y a la paille, mais il y a aussi le chanvre. Là encore, pour le béton de chanvre, la France est pionnière. On a d'ailleurs à peu près, là encore, on a la ressource, on a à peu près la moitié de la surface cultivée en chanvre. La paille est un coproduit de l'agriculture. Le chanvre, lui, il faut le semer, mais c'est une plante qui n'abîme pas les sols, qui n'appauvrit pas les sols. Au contraire, c'est plutôt bénéfique pour le sol. C'était d'ailleurs utilisé dans le passé pour la jachère. Pour le chanvre, on peut utiliser 2 parties de la plante. On peut utiliser la laine avec laquelle on fait des panneaux en laine de chanvre, comme on fait des panneaux d'isolation en laine de lin. Mais on peut aussi prendre la tige, la couper en petits morceaux et faire ce qu'on appelle la chènevotte. Et c'est cette chènevotte mélangée à de la chaux ou parfois à de la terre qui permet de faire une isolation. Ça commence à être aujourd'hui utilisé pas mal à Paris pour des rénovations de bâtiments haussmanniens. Là, par exemple, ils ont déposé, il y avait des modénatures, donc les architectes ont travaillé de manière très, très proche avec l'architecte des bâtiments de France. Ils ont déposé les modénatures et puis ensuite, ils ont mis, je voulais vous montrer quand même quelques détails techniques. Donc là, ils l'ont fait en site occupé. Ils ont rajouté 8 cm du mélange chaux-chanvre. Pourquoi 8 cm? C'est le maximum pour que ça soit autoportant. Et ensuite, ils ont remis la modénature. Et avec du chaux-chanvre, on peut faire des rénovations, mais on peut faire aussi des constructions neuves, comme ici, c'est un immeuble de logement à Boulogne-Billancourt, je suppose que vous le connaissez. Et alors déjà, autant les bottes de paille peuvent éventuellement être porteuses, autant le chaux-chanvre ne peut pas porter, donc il faut toujours une ossature. Quelquefois, quand c'est pas très épais, ça se met à la truelle, mais quelquefois, il faut cette machine. J'ai eu l'occasion d'essayer la machine pendant 10 minutes dans une formation aux grands ateliers de Villefontaine, une formation d'Amaco sur la rénovation en biosourcé. J'étais contente de le poser après 10 minutes et j'ai beaucoup de respect pour les gens pour les artisans qui font ça toute la journée. Là, c'est une épaisseur d'à peu près 25 cm et donc c'est la façade entière est en chaux-chanvre. Et puis, on a aussi du chaume en France comme ressource, en particulier en Camargue. D'ailleurs, la Camargue fournit d'autres pays d'Europe. Il y a alors ça c'est une structure en bois recyclé à 75% et neuf à 25%, une couverture en roseau de Camargue. Alors ça c'est pas complètement local mais ils ont eu du mal à trouver des roseaux en Île-de-France. Mais je voulais vous le montrer parce que là ils ont utilisé un mélange ils ont utilisé au maximum du bois recyclé, qui est une autre manière de mélanger les matériaux. Donc, après les matériaux biosourcés, on passe aux matériaux géosourcés. Et d'abord, la pierre massive en France, là encore, on est relativement pionnier. On a une première renaissance de la construction en pierre massive vers 1950 avec la reconstruction
avec un architecte qui a construit entre autres des immeubles de logements sur le port de Marseille, qui pour moi font partie des immeubles de logement de la reconstruction les plus intéressants, les plus beaux aussi quelque part, je pense aussi les plus aimés de leurs habitants. Donc c'est Fernand Pouillon. Ensuite, il y a eu une autre renaissance il y a une vingtaine d'années grâce à Gilles Perrodin. Et puis aujourd'hui, il y a d'autres architectes qui s'emparent de ce matériau, comme Barrault et Pressaco, qui ont fait des logements sociaux à Paris. Ils ont fait aussi une très belle exposition au pavillon de l'Arsenal il y a quelques années. J'aime aussi beaucoup ce bâtiment en pierre massive qui, lui, est à côté de Marseille, au Pradet. Vous voyez, là encore, c'est un peu comme un Lego, un conservatoire de musique et de danse. Et puis, dans le Grand Est, où ils ont la chance d'avoir aussi du calcaire qui est bon pour la construction. Vous connaissez peut-être Bar-le-Duc, qui est une ville très, très minérale avec un très beau patrimoine en pierre. Eh bien, le collectif Studio Lada et en particulier Christophe Aubertin, ils sont en train de réaliser un marché couvert à Saint-Dizier. Et puis, ils ont réalisé aussi d'autres bâtiments. Allez sur le site de Studio Dada, vous verrez, ils font beaucoup de choses intéressantes. Et dans les Vosges, ils utilisent plutôt du grès des Vosges. Quand ils sont vers la Haute-Marne ou vers Saint-Dizier, là, c'est plutôt du calcaire, donc toujours adapté à la ressource. Et puis maintenant, on termine avec le tour d'horizon des matériaux avec la terre crue. La terre crue a de nombreux avantages. D'abord, une disponibilité en grande quantité dans la plupart des régions. En Île-de-France, il y en a aussi pas mal. Un faible coût de la matière première, souvent prise sur le chantier. Une mise en œuvre sobre en énergie, pas de pollution, ni de l'air, ni de l'eau, ni du sol. Un réemploi illimité en cas de déconstruction, si la terre n'est pas stabilisée. Ça veut dire s'il n'y a pas eu dedans un mélange de ciment ou de chaux. Et puis, ça a en plus des qualités haptiques. C'est agréable au toucher, comme peut l'être le bois, des surfaces très chaleureuses. Et puis, et ça, c'est un gros avantage, des qualités hygrothermiques. Donc, il y a à la fois une inertie, un déphasage, par rapport à la thermique et par rapport au taux d'humidité. C'est vraiment un régulateur naturel. Déjà, 2 cm d'enduit en terre peut réguler le taux d'humidité. Ça a aussi des qualités acoustiques parce que la surface, elle n'est pas lisse, elle est faite de... dans 1 mètre cube de terre crue, c'est-à-dire 1 mètre cube, c'est à peu près ça, vous avez 600 millions de milliards de grains entre les cailloux, les gravillons et l'argile qui fait moins de 20 microns. Donc voilà, ça permet d'avoir ces qualités acoustiques. Et puis nous avons en France une grande expertise à travers Cratère qui a été créé en 79 et Amaco qui vient de fêter ses 10 ans. Quelques bâtiments d'envergure. Dans ce que je vous montre maintenant en terre crue, ce ne sont pas des cabanes en Afrique. Ça, c'est un immeuble de bureau qui doit faire 4000 mètres carrés, je pense, qui a été construit par Martin Raur, le grand spécialiste du Pisé, qui va recevoir tout à l'heure, qui est peut-être d'ailleurs même en train de recevoir un prix à la Cité de l'Architecture. Il a cette année le Global Award for Sustainable Architecture. Et donc, ce sont des murs trumeaux. Et vous allez voir que, en fait, pour répondre... Donc, quand on construit en terre crue, on ne peut pas construire dehors en terre crue quand il fait trop froid. C'est-à-dire la terre crue craint le gel, donc ça veut dire chez nous à peu près du mois de mars jusqu'au mois d'octobre. D'ailleurs, il y a eu un projet où je pense qu'à Paris, ça a été construit en décembre et ils ont eu un petit peu des problèmes. Mais donc, ça veut dire que pour ce grand bâtiment-là, ou le bâtiment de Ricola qu'ils avaient fait avant, il fallait qu'ils préfabriquent des éléments.
Et donc cette machine, Martin Rahr a développé cette machine, cette chaîne de préfabrication de 50 mètres de long. D'abord, c'était juste une machine pour faire de la terre, du puisé préfabriqué, donc des éléments qui faisaient à peu près 50 cm d'épaisseur, 1,10 m de haut et 3,60 m de long. Mais là, donc c'est ce qu'il a fait pour le bâtiment d'Herzog et de Meuron, pour Ricola à côté de Bâle. Mais là, c'était des bureaux, alors que là-bas, c'était qu'une maison des plantes, un bâtiment de stockage. Et donc là, on leur a obligé à répondre à l'équivalent de la RT 2012 en Allemagne. Et c'est pour ça qu'il a transformé sa chaîne de préfabrication. Là, vous voyez, c'est le tapis qui mène le verre cellulaire, voilà, qui se trouve entre, ça c'est la partie côté intérieur et ça c'est la partie côté extérieur. Donc ça c'est des murs autoportants. Voilà, donc ça c'est la préfabrication. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent à peu près un tiers du temps pour préfabriquer les éléments. Ensuite, et vous voyez que c'est des éléments qui préfabriquent même avec les serpentins dans lesquels il y a de l'eau qui circule, de l'eau chaude qui circule pour chauffer en hiver et de l'eau fraîche pour rafraîchir en été, toujours en utilisant l'inertie de la Terre. Donc, un tiers du temps pour préfabriquer les éléments, un tiers du temps pour monter les éléments et ensuite un tiers du temps pour remplir les joints que vous voyez ici. Sur ce bâtiment, il y avait plus d'un kilomètre de joints et ça, c'est du travail artisanal assez dense. En France aussi, on construit en pisé. Il y a quelques exemples, mais j'avais envie de vous montrer cet exemple de Philippe Madet qui se trouve à côté de Toulouse, à Cornebarieux. C'est un pôle culturel. Il y a à la fois donc une partie, les façades, c'est une structure en bois et un remplissage en BTC, bloc de terre comprimé, mais la partie autour de l'auditorium, elle est en bloc de terre comprimé porteur. Ça a fait l'objet d'un ATEX. Et puis, on commence à avoir les entreprises qui sont capables de produire les matériaux. Donc ça, c'est l'entreprise d'Étienne Gay, à côté de Toulouse, qui a produit... D'abord, il avait une petite machine pour produire le bâtiment de Cornebarieux de Philippe, que je viens de vous montrer. C'était son premier bâtiment. Comme il a eu beaucoup de succès depuis, il a énormément de demandes. Il a fait de nouvelles machines, dont celle-là, qui est une machine semi-industrielle. Il y a une autre entreprise qui, elle, est à Genève, une entreprise suisse qui fait aussi des BTC. Et je trouve ce bâtiment ce projet très intéressant parce qu'il faut que vous imaginiez qu'au-dessus, il y a le Palais Garnier. C'est-à-dire c'est l'opéra de Genève et ils voulaient agrandir l'opéra, ils voulaient faire un foyer et puis des restaurants pour les artistes et pour les spectateurs. Et donc, ils ont creusé sous l'opéra deux sous-sols. Et la terre qu'ils ont excavée, eh bien, ils en ont fait des briques. Et avec ces briques, ils ont construit les murs et les cloisons de ce bâtiment. Et donc, les BTC ont été... le pisé a été inventé il y a à peu près 3 millénaires. Les blocs de terre comprimés ont été inventés en Amérique latine vers 1950. La terre coulée, ça n'a que 10 à 15 ans. Et un des spécialistes est Mathieu Fuchs, c'est aussi un de mes anciens étudiants. Et il a fait ce groupe scolaire, il l'a utilisé dans plusieurs maisons de santé, mais aussi dans ce groupe scolaire à Saint-Antonin-Nombleval, qui est un groupe scolaire à énergie positive, avec du bois, vous le voyez, de la pierre de récupération, et aussi le mur central porteur est en terre coulée. Alors la terre coulée, pour l'instant, malheureusement, il faut encore à peu près 3% de ciment. Pourquoi ? Parce que il faut que le mélange il soit à la fois fluide quand on le met entre les banches, mais il faut aussi qu'il prenne en 2 ou 3 heures. Et pour l'instant, il y a des recherches avec des adjuvants minéraux ou
aux végétaux. Il y a des essais avec des tanins, des essais avec des algues, mais on n'a pas encore vraiment réussi à trouver l'adjuvant qui va bien. Mais j'ai vraiment confiance. Et pour moi, c'est un matériau, c'est une technique qui va permettre la massification, parce que n'importe quelle entreprise qui sait faire du béton saura faire de la terre coulée. Et puis, tout à l'heure, je vous ai montré l'usine d'Étienne Gay. Il a commencé à faire des BTC et maintenant, il fait des blocs de pisé préfabriqués qui sont nettement plus petits que ceux de Martin Raur, mais il les fait pour un ensemble, un îlot de 110 logements à Biganos. Biganos, c'est une petite ville sur le bassin d'Arcachon qui est à peu près, 80 km de Bordeaux à peu près. Et je vous ai parlé tout à l'heure du toit vosgien qui est vraiment très engagé sur le bois et la paille. Il y a un autre maître d'ouvrage, bailleur social et aménageur très engagé à Bordeaux, c'est Aquitanis. Et là, sur la ZAC de Biganos, là où ils sont aménageurs, ils sont en train ils ont un projet avec leurs 600 logements sociaux seront en terre crue et Boris Boucher fait le premier bâtiment. Et Boris a aussi d'autres bâtiments à Cornebarieux également avec ce type de blocs. À Paris aussi, si vous voulez construire avec des blocs de terre comprimés, des enduits terre ou du mortier de terre pour maçonner les blocs, eh bien vous pouvez aller à Sevran, voir comment on y fabrique des matériaux à base de terre issue des excavations du chantier du Grand Paris. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment tout à fait intéressant. Et je trouve aussi très bien que dès le départ, Cycleterre a dit on ne veut pas s'agrandir, mais par contre, on pense que ce serait bien qu'il y ait d'autres petites fabriques comme ça qui soient, qui essaiment autour de Paris et puis ailleurs en France. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que maintenant ça apparaît, la construction en terre. C'est d'abord parce qu'il y a eu, grâce à Cratère en particulier, la redécouverte et la mise en valeur du patrimoine en terre crue, le nôtre en France et puis celui qu'on trouve à l'étranger. Est-ce que vous avez une idée du nombre de gens qui vivent encore aujourd'hui dans des bâtiments en terre crue dans le monde ? Un tiers. Un tiers des gens sur la planète vivent encore dans des bâtiments en terre crue et à peu près 15% du patrimoine mondial de l'UNESCO est construit en terre. Donc ça vous donne un petit peu une image de l'importance de ce matériau. Ensuite, c'est une ressource largement disponible. Vous l'avez vu avec le Grand Paris. Et puis, Damien pourrait nous dire que ses enfants construisent aussi en terre crue, ce qui vraiment me réjouit. J'ai visité leur chantier, leur premier chantier récemment. C'était une maison qui est vraiment très, très, très jolie. Et puis, ils font aussi une école. Donc, tu peux dire qu'on construit en terre à Paris. Et puis, donc, il y a aussi l'obligation légale de recyclage des déchets qui rend l'utilisation des déchets importante. L'intérêt du public pour des matériaux écologiques et locaux, l'engouement international pour l'architecture de terre, la volonté politique face à la crise écologique et sociale et surtout grâce à un nombre croissant de maîtres d'ouvrage, d'architectes, d'ingénieurs, de chercheurs et d'entreprises et d'artisans engagés. Et vraiment, il y en a de plus en plus. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur les bâtiments que je vous ai montrés, vous pouvez regarder ces livres ou aller sur le site du Terra Award. Alors, ce que tu nous as expliqué, c'est que finalement, tous les acteurs étaient engagés. Ce que l'on a vu ce matin, c'est qu'on profite à la fois du savoir-faire de tout le monde et dans l'expérimentation. Tu n'as pas beaucoup parlé de ce qui se passe dans le Grand Est, et moi, je trouve ça très intéressant. Il y a vraiment un inventaire à la fois des savoir-faire et des ressources. Et du coup, ça pose la question du process. Ce qu'on a vu ce matin, c'est que le process, il implique l'architecte, c'est un peu au cœur du sujet. C'est vrai que même les réglementations le met un peu au cœur du sujet. Mais il a absolument besoin de l'ensemble des intervenants pour pouvoir à la fois
convaincre et lui-même faire les bons choix. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce processus? Oui, tu as raison, c'est quelque chose qui pour moi est absolument essentiel. Cette notion de processus, de nouvelles manières de faire. Il y en a qui appellent ça Integrale Planung. En Allemagne, c'est connu depuis longtemps. Dans les pays anglo-saxons, c'est très appliqué. Une des phrases que beaucoup de gens retiennent de notre manifeste, c'est cette phrase qui dit « ce n'est pas le bâtiment qui est intelligent, ce sont les habitants ». C'est-à-dire, nous, on ne croit pas beaucoup aux smart buildings, aux smart cities, et on pense qu'il faut donner du empowerment. Je n'ai malheureusement pas de meilleur mot en français, mais donner du pouvoir quelque part aux usagers et aux habitants. Et on croit beaucoup dans la richesse créative des relations humaines. Vous connaissez ce projet ? Est-ce que certains... Alors, je vous invite vraiment à aller manger ici. J'y ai mangé mardi dernier. C'était délicieux. Voilà, c'est à Paris. C'est dans le 19e. C'est la ferme du Rail. Ça a été fait par la coopérative d'architecture Grand 8. Donc, Julia Simet et... Julia Turpin et Clara Simet. Et c'est un bâtiment que je trouve absolument merveilleux. Et là, sur le coup, le processus était aussi tout à fait spécial, puisque, en fait, au départ, c'est une initiative associative qui a impliqué des entreprises de réinsertion. C'est construit en bois et en paille, mais là, c'est presque moins important. Là, c'est vraiment le côté social qui est important. Donc, c'est une ferme de polyculture urbaine. C'est juste sur le bord de la petite ceinture. Et là, vous avez à la fois des logements. Il y a 20 logements. Il y en a 15 pour des gens qui, avant, étaient à la rue. Ou en tout cas, qui étaient en grande précarité. Et puis, les 5 d'en haut, c'est pour des élèves de l'école d'horticulture du Breuil qui travaillent ici à la ferme. Là, il y a une champignonnière, il y a les outils pour la ferme et puis la cuisine commune. Et puis au-dessus, c'est le restaurant. Et encore au-dessus, c'est la serre que vous voyez ici. Et c'est vraiment... Il y a à l'entrée du site, il y a aussi une récupération du compost pour tout le quartier. C'est vraiment un site qui vit très bien. Et je pense que ce type de ferme urbaine qui est en lien avec de l'insertion pourrait vraiment essaimer à Paris et ailleurs. Les autres manières de concevoir et de construire, là c'était encore un projet du Grand Est de Studio Lada, c'est le gymnase Jean Lamour. Là, les architectes, enfin toute l'équipe, ils voulaient essayer bien qu'il y ait une portée de 24 mètres, ils voulaient essayer de s'affranchir de ce qu'on appelle le bois industriel, c'est-à-dire le lamellé-collé ou le CLT ou d'autres qui souvent sont importés. Et donc, ils ont travaillé avec un sieur qui est pas loin dans les Vosges, pour voir comment réussir à faire une structure uniquement à partir des madriers de 6 mètres de long qui sont produits par cette scierie. Et j'ai eu l'occasion de visiter ce chantier dans le cadre du Forum du Bois construction à Nancy en 2022. Et alors, vous me direz, il n'y a pas de femmes. C'est vrai. Je préférerais qu'il y ait quelques femmes. Mais bon, on ne va pas bouder quand même son plaisir parce que là, vous avez à la fois donc, les 2 architectes, Christophe Aubertin et Xavier Géant, donc de Studio Lada, 2 des membres du collectif Studio Lada. Là, vous avez Mathias Imbert qui est l'ingénieur bois, un ingénieur bois très, très talentueux. Et puis les autres, ce sont les charpentiers de Le Brasse-Frères. Et ça, c'est un homme pivot. Cet homme pivot-là, tous mes anciens étudiants me disent on n'arriverait pas à faire ce qu'on fait si on n'avait pas François. François, c'est le contrôleur technique. Et c'est un contrôleur technique qui est curieux, qui adore les architectes, qui cherche toujours des nouveaux trucs et qui est spécialiste non seulement pour le bois, mais aussi pour la paille, pour le réemploi, pour la pierre et peut-être même aussi pour la terre crue.
et qui est engagé dans le groupe Frugalité Lorraine, qui est même engagé dans l'association Réemploi, qui est une filiale du groupe Frugalité Lorraine. Bref, c'était un bonheur de voir tous ces gens-là, d'écrire le projet, ces gens-là ensemble. Et d'ailleurs, peut-être que parmi les entrepreneurs, les artisans que je vous ai montrés, il devait y avoir aussi le sieur, je pense. Donc voilà, c'est ensemble qu'on arrivera à faire ce type de projet. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, une des premières actions du groupe Frugalité Lorraine a été de faire une cartographie des ressources disponibles en Lorraine. Parce que pour beaucoup d'architectes ou de maîtres d'ouvrage, le fossé difficile à franchir, c'est celui de la question des ressources. Je ne sais pas où je peux trouver du hêtre, je ne sais pas où je peux trouver de la pierre, je ne sais pas où je peux trouver de la pierre. Et donc là, sur cette carte des ressources, eh bien, vous voyez les différents sieurs, les différentes carrières. Là aussi, là, on peut acheter de la paille. Et ça a tellement bien marché. Bien sûr, c'est en open source. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, nous développons au mouvement de la frugalité, grâce à Aude Géant, elle y a passé en 2 ans, je crois, 650 heures essentiellement bénévoles. Et donc maintenant, il y a une cartographie sur Auvergne-Rhône-Alpes qui est dans le livre sur les 20 exemples inspirants en Auvergne-Rhône-Alpes. Il va y en avoir une aussi en Occitanie, un peu partout. Donc là, on est en train de couvrir le territoire français avec les ressources. Alors, peut-être en conclusion, il faut valoriser les ressources locales, il faut valoriser aussi les savoir-faire régionaux et il faut surtout, pour cela, revaloriser le travail manuel parce que la main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main. Et je pense qu'il faut, en tant qu'architecte, avoir beaucoup de respect pour les artisans. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a de plus en plus de mes étudiants qui décident de devenir aussi charpentiers ou de faire des stages en charpente. Ah oui, j'ai oublié voilà, donc ça, vous avez les mains qui pensent. Et je pense que c'est vraiment très important pour des architectes de revenir un peu quelque part ces maîtres d'œuvre comme à l'époque de l'architecture vernaculaire. Le Corbusier disait que l'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Bien sûr, il avait raison, mais c'est pas seulement ça. La terre, la pierre, le bois, le chaume, le bambou, ils ont des qualités haptiques, des qualités de toucher qui nous incitent à les caresser et nous reconnectent ainsi à la nature et à nos besoins profonds. Et quand on est dans ce bâtiment, en fait, c'est pas vraiment un bâtiment, c'est une installation. Enfin, c'est dans un centre. Un petit peu le Google du Fort Albert qui s'appelle Omicron. Ils voulaient avoir un espace où leurs ingénieurs qui sont très bien payés puissent venir se ressourcer et avoir des super idées. Et donc, ils ont confié le projet à Anna Ehringer et Martin Rauch qui ont fait une espèce de case au but comme on en a en Afrique avec la même technique et avec un enduit très, très beau, un peu comme du tas de lac, mais juste frotté avec de la terre frottée avec des cailloux. Et donc là, vous voyez ces très beaux coussins qui sont faits par des femmes au Bangladesh qui font aussi les très jolies vestes comme celle que j'ai. Je fais un peu de pub pour les Dipti. Les Dipti, ce sont nos sœurs au Bangladesh avec lesquelles Anna travaille. Je comprends que en fait, ces qualités haptiques et la conception holistique dont tu vas nous parler un petit peu s'il nous reste du temps, c'est finalement la partie heureuse et créative de la frugalité. Voilà. C'est cette manière de travailler ensemble qui est différente, cette manière de travailler tout court qui est différente. C'est-à-dire qu'on ne descend plus d'un programme pour faire un bâtiment, mais on réfléchit tout le temps et on remet en cause tout le temps. Et puis les qualités haptiques, je comprends aussi, c'est que
5 minutes, d'accord, merci. C'est que cette frugalité, elle nous conduit quand même, avec tous les exemples que tu nous as montrés, à faire des choses qui sont certes différentes, mais clairement inspirantes et intéressantes, et à créer des espaces qui auront une âme et dans lesquels on ressentira des choses. Enfin, tu vas nous en parler. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a quelqu'un qui pourrait aussi très bien vous en parler. Parce qu'il travaille aussi comme ça. Donc oui, effectivement, moi je crois beaucoup à une approche holistique. C'était déjà le sujet de l'exposition que j'ai faite pour la Cité de l'Architecture en 2009. Alors, holistique, il y a des gens pour qui c'est ésotérique ou autre. Enfin, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas vraiment ésotérique. Donc, l'approche holistique, elle est globale, multidisciplinaire, intégrative. Et ça vient du mot holos, qui veut dire tout entier. Le tout est plus que la somme des parties. Et pour nous qui sommes travaillant dans le bâtiment, nous savons bien qu'un bâtiment, c'est bien plus que la somme de tous les matériaux et de toutes les installations qui sont dedans. Il y a aussi toute l'intelligence, tout l'amour aussi qui est mis à la fois par les concepteurs et les constructeurs dans ce bâtiment. Alors, il y a une chose qui est très importante pour moi. Ça, c'est des petits dessins que j'avais faits au moment de l'exposition de 2009. Bon, on ne va pas se mentir. En France, on est plutôt des adeptes du top-down. C'est-à-dire, on fait une usine à gaz. Il y a des trucs qui descendent des ordres, des réglementations, qui descendent verticalement. Quand ça arrive dans les régions, on se dit Quesaco. Enfin, dans mon sud-ouest, on se dit Quesaco. Et puis, on n'a pas vraiment forcément envie de faire parce que ça vous est un peu imposé. Dans le Vorarlberg, qui est une petite région autrichienne qui est très pionnière dans la transition écologique, parce que chez eux, c'était une transition parce qu'ils s'y sont pris plutôt que chez nous, on pratique plutôt le bottom-up. Alors, le bottom-up, je vous l'ai représenté ici par des marches. Ce qui est important, c'est que déjà, on fixe un objectif global à long terme. Ça peut être 10 ans, 20 ans, que j'ai représenté ici par le soleil. Et ensuite, on se fixe un but à court terme, que j'ai représenté par les marches. Et ce qui est absolument essentiel et qu'à mon avis, on ne sait pas très bien faire en France, c'est que quand on est arrivé sur la première marche, peut-être 1 an ou 2 ans, on regarde ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, et qu'on ait le courage de dire ce qui n'était pas bien. Et c'est seulement là qu'on pourra à la fois fixer la marche suivante et puis aussi réajuster un petit peu le soleil. Alors bon, petite précision amicale afin d'éviter tout malentendu, même si j'ai moi-même, dans beaucoup de mes livres, dit que le puits canadien, ça pouvait être bien, les cellules photovoltaïques, le bardage bois, la toiture végétale et la chaufferie à appeler. Un bardage bois sur un mur en béton, ça ne fait pas de sens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des trucs qui sont un peu des signes extérieurs de développement durable, des must-have. Et en fait, les mesures environnementales ne sont pas des signes extérieurs de DD et ne s'enfilent pas comme les perles d'un collier. Aujourd'hui, on est un peu face à un mur. Et on se dit, bon, comment est-ce qu'on va faire ? Il faut absolument prendre de la hauteur pour trouver son chemin, parce que et c'est plus facile de prendre de la hauteur et de trouver son chemin quand on est plusieurs que quand on est tout seul, parce que quand on est tout seul, il y a vraiment de quoi avoir peur, surtout pour le chef d'orchestre qui est l'architecte. Et quand on arrive à prendre un peu de hauteur, là, on voit un peu mieux comment se sortir de ce labyrinthe. Bon, alors j'ai déjà écrit en 2004 un article dans DA qui s'appelait Pour en finir avec la HQE. Point d'interrogation quand même. Bref, j'en ai discuté les yeux dans les yeux plusieurs fois avec Alain Mogart, qui était un des pères de la démarche HQE, qui était très fier de me dire si on est très bien sur 4 des 14 cibles, on est bien. Je lui disais non, monsieur Mogart, je ne suis pas d'accord, parce que être très bon sur la cible 2 ou 3, ça peut vous rendre très mauvais sur la cible 5 ou 6. Donc, il faut vraiment voir les choses d'une manière plus globale. Et en plus,
on ne va pas se mentir non plus, les dossiers de HQE, c'est souvent du copier-coller. Et des copier-coller entre des programmes qui ne sont pas forcément toujours le même programme. Dans le Vorarlberg, l'ancien ministre-président disait il faut faire des réglementations aussi minces que possible. Je pense qu'on pourrait peut-être s'en inspirer. Et puis en plus, il y a des trucs plus rigolos que de cocher des cases. L'approche holistique qu'on peut appeler donc globale, pluridisciplinaire, intégrative et qui existe déjà dans de nombreux pays, ça existe au Canada sous le nom processus de conception intégrée, ça existe en Allemagne, en Autriche sous le titre de Integrale Planung, et ça tisse des liens entre l'humain, l'usage, le site, le territoire, l'énergie, les ambiances, les matériaux et les techniques. Et ce qui est très important, c'est que tous ces choix-là doivent être faits dans une réflexion qui tisse des liens entre tous les critères et entre tous les acteurs. Je sais que je suis un peu caricaturale, mais cette méthode hiérarchisée et linéaire, je vous rappelle que ce dessin-là, je l'ai fait en 2007, de 2007-2009, quand je préparais l'exposition, mais on me dit que ça existe encore, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage va voir un architecte, éventuellement en passant par un programmiste, l'architecte fait son projet, il va voir l'ingénieur structure qui lui dit non, ça joue pas, on remonte, le thermicien pareil, l'acousticien idem, et quand on arrive aux entreprises, elles disent tu crois quand même pas qu'on va te faire ça pour ce prix-là, on repart à la case départ. En fait, tous les choix, je sais que je suis caricaturale, je vais bientôt partir, donc je ne crains rien. En fait, tous les choix justes qui n'ont pas été faits en amont appellent des compensations techniques. Et c'est ça qui coûte cher. C'est ces compensations techniques qui font qu'on dit l'architecture écologique, elle est beaucoup plus chère. Si on secoue un petit peu le truc pour ne garder que ce dont on a vraiment, vraiment besoin, eh bien, on arrivera à rentrer dans les clous. Alors bon, je sais qu'aujourd'hui, cette période-là, c'est très difficile, mais disons dans une période normale, on peut faire ça. Alors, là, c'est bien sûr l'architecte, l'homme ou la femme en noir. Et puis, tout autour, il y a tous les partenaires de l'architecte. Bien sûr, ça a l'air complexe, mais l'intelligence collective fait des miracles. Et je pense que les projets que je viens de vous montrer ont prouvé que ça pouvait marcher. Donc l'approche holistique, elle fait appel à la responsabilité citoyenne de tous, les élus, les décideurs, les professionnels et bien sûr les usagers. Et dans les usagers, il y a les jeunes, il y a des aînés, il y a aussi des gens en situation de handicap. C'est vraiment toute la société. L'approche holistique, elle ne concerne pas que le bâtiment, c'est le support d'une architecture frugale qui touche aussi l'agriculture, la médecine. Le principe, c'est de sortir du cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux qui va du développement local à la protection de l'environnement et retour en passant par le dégagement de ressources, par les filières, la mobilisation des énergies, y compris les énergies humaines, l'amélioration du cadre de vie et puis un territoire plus attractif. Alors, j'espère vous avoir donné envie de participer au changement de paradigme encore plus que vous ne le faites aujourd'hui, même si je connais certains d'entre vous et je sais que vous faites déjà beaucoup. Voilà, pour moi, il y a trois points vraiment importants. C'est plus joli en anglais, to dare, to care et to share, mais en français, ça dit oser. Oser sortir de sa zone de confort, oser faire autrement, oser aller sur des chemins qui ne sont pas faciles, un petit peu comme dit l'ICEB, hors la loi pour faire évoluer la loi. Ensuite, prendre soin des bâtiments qu'on dessine, prendre soin de tous les gens avec qui on travaille, prendre soin de soi aussi, parce qu'on a besoin d'avoir pris soin de soi pour prendre soin des autres, et puis partager. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui avec vous. Alors, et là, c'est vraiment la der des der. La frugalité heureuse et créative, c'est une posture, une philosophie. C'est aussi un processus ouvert, basé sur le partage des connaissances, sur la confiance mutuelle, l'intelligence collective, la recherche de la beauté, le plaisir partagé et l'empathie créative. Alors, vous allez vous dire...
Dominique, c'est le monde des bisounours. Ben non. Je veux dire, ça existe, c'est pratiqué déjà par plein de gens, en particulier beaucoup dans le Grand Est. Et bien sûr, si vous voulez construire en terre, en pierre, en bois, avec de la ventilation naturelle, il faut maîtriser la technique. Et pour maîtriser la technique, il faut apprendre. D'ailleurs, il y a une formation de l'ICEP qui vient de commencer sur tous ces sujets-là. Mais l'essentiel pour moi et pour tous mes amis de la frugalité qui vivent tout ça au quotidien, même si des fois c'est plus difficile, certains jours c'est plus difficile que d'autres, l'essentiel est dans l'humain et pas dans la technique. Merci. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir fait partager à la fois ta vie de militante et ta science, parce qu'on voit que ces sujets sont finalement assez complexes et que l'intérêt, c'est d'apprendre et de partager avec tous.